Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis, Anne-Caroline Claus-Verdreau. Je suis responsable de l'Observatoire des pratiques éthiques à l'Espace éthique Île-de-France. Et donc j'aurai le plaisir, d'animer, ce soir ce webinaire, donc sur cette question de savoir ce que peut, la démocratie en santé dans la gouvernance d'une crise sanitaire. Hem, alors peut-être un des premiers constats qui peut être fait, c'est que, comme on le sait tous, hein, ces 2 dernières années, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements dans la mise en œuvre de cette démocratie en santé, puisque je vous le rappelle, hein, la Conférence nationale de santé, notamment, en rend compte dans son rapport de juin 2021. On le sait, un certain nombre de droits fondamentaux, ont été, ont été mis entre parenthèses, ont été bafoués, en particulier, au début de la crise et je pense ici, en particulier au droit à la protection de sa santé, au droit de pouvoir accéder à des soins et ce, sans discrimination. Hem et donc un certain nombre de personnes ont été ainsi, dans le contexte de la crise, disons, dépossédées de leurs droits fondamentaux. Et puis, dans l'urgence, dans la panique aussi peut-être, les grandes instances de la démocratie en santé n'ont pas été consultées, n'ont pas été conviées, à participer aux réflexions et aux prises de décision. Et de même, les principaux acteurs de la démocratie sanitaire ont été écartés, hein, qu'il s'agisse des professionnels de santé qui n'ont pas été consultés pour donner leur avis dans les décisions qui les concernaient directement, qu'il s'agisse évidemment des patients, des résidents en EHPAD, qu'il s'agisse aussi d'une autre catégorie d'acteurs que sont les patients partenaires. Hem, eux aussi ont été écartés au sens où, ils ne pouvaient plus, se rendre dans les lieux où ils se rendaient, habituellement pour remplir leur mission d'accompagnement. Hem, alors la démocratie en santé, fête aujourd'hui, ses 20 ans et il faut se rappeler à ce propos que la loi du 4 mars 2002, hein, dite loi Droits des malades, cette loi constitue, une conquête de l'épidémie de sida. Hem, pour le dire autrement, la démocratie en santé a été, disons inventée dans ce contexte des années sida où, où on a eu des personnes concernées par la maladie qui se sont mobilisées collectivement pour lutter contre cette maladie. Et c'est dans ce contexte, hein, qu'on a vu émerger une mobilisation démocratique de la part des personnes, qui avaient, bien l'intention de prendre les choses en main pour influer sur le cours des événements et sur le cours de leur santé. Or, là, ces derniers mois, dans le contexte de cette autre épidémie, celle de la Covid-19, c'est précisément l'inverse qui s'est produit. Alors même que la pandémie de Covid aurait pu être, l'occasion d'un renforcement de cette démocratie, sanitaire, c'est davantage un appauvrissement de cette démocratie dont nous avons été, témoins. Hem, alors on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé? Il y a évidemment ici une réflexion absolument, nécessaire à mener pour comprendre les raisons de cet appauvrissement démocratique. Pourquoi est-ce que ce sont, essentiellement des modalités de gouvernance, disons plutôt paternalistes, autoritaires qui ont prévalu, du moins selon une partie de l'opinion. Hem, on peut se demander aussi pourquoi si peu de voix se sont élevées pour critiquer, pour contester les mesures et les recommandations. Voilà, autrement dit, pourquoi on ne s'est pas davantage, disons, rebellé. Alors évidemment, hein, certains acteurs ont osé transgresser et il apparaîtrait d'ailleurs, essentiel à cet égard de comprendre pourquoi certains ont osé transgresser et pas d'autres. Hem Et puis enfin, il y a à réfléchir aussi aux modifications de la loi qui s'imposeraient aujourd'hui et qui permettraient que les choses ne se passent pas de la même façon en cas de nouvelle pandémie. Et d'ailleurs, est-ce qu'il s'agit de modifier la loi ou bien est-ce qu'il s'agit, simplement entre guillemets d'essayer de mieux faire appliquer la loi existante? Enfin, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, si on veut, améliorer la santé de la population dans son ensemble et puis, être, mieux armé et préparé,
en cas de pandémie, ça suppose que les réponses aient pu être inventées de façon collective et solidaire. Ça suppose une approche démocratique, parce que sinon, si on disjoint la santé et la démocratie, hein, si les deux, santé et démocratie, ne sont pas liés ensemble, non seulement c'est évidemment inacceptable d'un point de vue éthique, mais en plus on risque d'être contre-productif puisque, on le sait, une intervention de santé publique, elle marche si les gens ont eu la possibilité de s'impliquer dans le processus de décision. Et on peut effectivement supposer que s'il y avait eu davantage de concertation et de dialogue, cela aurait pu nous prémunir contre un certain nombre de dérives. Et puis, les politiques mises en place auraient eu plus de chances d'être davantage efficaces, mais aussi plus justes et également mieux vécues dans leur application par les citoyens. Au lieu de cela, le défaut de concertation, il a non seulement conduit à une flambée de la défiance à l'égard des pouvoirs publics, mais il a aussi contribué à ce que des droits fondamentaux soient bafoués sans que l'on y prête suffisamment attention, du moins dans un premier temps. Alors concrètement, et j'en finirai pour cette introduction. Concrètement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'en période de crise, la démocratie sanitaire ne se retrouve pas ainsi, disons, sacrifiée, et puis que faire pour qu'à l'avenir, les choses se passent différemment, et que l'expression démocratie en santé soit réellement, disons, incarnée. Alors, pour réfléchir à ces questions, nous aurons avec nous ce soir 3 intervenants que je remercie chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir et de débattre avec nous. Donc, nous allons entendre dans un premier temps Madame Julie Grasset, qui est présidente de l'association Cœur Vide-19. Ensuite, nous entendrons Monsieur Jérôme Rifkin, qui est notamment cofondateur de l'association de patients en oncopneumologie à l'hôpital Foch, et puis qui est également, parmi ses nombreuses casquettes, patient partenaire. Et enfin, dans un troisième temps, nous entendrons Catherine Olivet, qui est présidente de France Alzheimer 93 et également présidente du Conseil d'orientation de l'espace éthique. Donc, merci encore à tous les trois d'avoir répondu présent. Voilà. Et donc, avant de laisser la parole à Madame Grasset, donc je vous demande à nouveau de bien veiller à fermer vos caméras et micros quand vous n'intervenez pas. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous essaierons de les relayer du mieux possible. Madame Grasset, si vous m'entendez, je vous laisse la parole.